Salut, salut. Hein? Parlons donc de ce monsieur Trump, ce géant de l'immobilier milliardaire, ce macho. Hein? Tous les milliardaires, je pense. Hein? Tous les milliardaires, ils ont un petit peu de macho. Je veux pas, Mhm. ça doit venir avec. Hein? Il viole toutes les femmes. Ou il écrose. Ouais. D'une façon milliardaire. Hein? En tout cas, on va aller voir ce que la TV News Fox, Fox News, Fox News. News Fox, Fox News, Fox News, You Fox, on va dire. Ben, c'est juste un petit bout, hein? Ouais. Je sens pas. C'est juste un petit extrait qui en dit long. Sur ce Donald Trump. Donald Trump. Now they're Oh. faced with the very real prospect of Donald Trump Oh. Et maintenant, ils sont confrontés à la perspective que Donald Trump becoming the leader of the party, and it devienne le leader du parti. Cela les rend complètement fous. C'est parce qu'ils ont peur. Hein? absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Why? Pourquoi? Well, because he's an Parce que c'est un outsider. Un outsider, ça veut dire qu'il est Outsider, c'est qu'il vient, il est de l'extérieur. dans dehors de la petite secte, là. Hein? Mhm. Franc-maçonnerie, nanana, satanique, puis tout ça. Hein? Parce que tous les milliardaires de ce monde se font approcher. Hein? Ouais. Quand tu deviens milliardaire, tu te fais approcher. Puis la plupart des milliardaires embarquent dans la franc-maçonnerie, hein? Tous les hauts placés de ce monde, tous les marionnettes, hein, les gouvernements sont tous Mhm. là-dedans. Ben lui, il l'est pas. Puis il se présente à la gouvernance des États-Unis, puis il se subventionne lui-même. Il est pas poussé en Il n'y a pas arrière. personne en arrière qui va dire, on va te financer. Mais il faut juste que tu dises ce que je vais te dire de dire. Mais tiens, tu vas être président, ça va être fun. On va écrire un texte. Hein. Obama, on veut bien qu'il ait un texte. Ouais. Mais en tout cas, il lise tout un texte. Il y avait un que Ronald. Non, John F. Kennedy qui en lisait pas un. Ouais. Pouf! La calotte. Dans le corps demain. En tout cas, on va continuer. outsider. He's not them. He's not. Il ne fait pas partie du club. Il n'est pas un des leurs. Il veut rien savoir. He's uncontrollable. Il est Il n'a pas incontrôlable. de contrôle dessus parce qu'il n'a pas fait la pacte, là, tu sais, le pacte C'est ça. de He hasn't been through the Pas. initiation rite. passer par les rites initiatiques. Il n'appartient pas à la société secrète. Hein? Madame Clinton, oui. Ah oui. Billy Bill. Bill Bull. Bill Clinton. On va parler tout à l'heure. He didn't belong to the secret society. Ou que d'autres appellent un establishment, c'est-à-dire une forme de pouvoir avec des gens non officiels mais très puissants parce qu'ils ont des influences très fortes dans l'administration publique, mais aussi via donc, tout ce que j'ai décrit brièvement, qui influencent et qui peuvent diriger, voire bloquer, si nécessaire, les actions de l'exécutif que représente le président des États-Unis, de l'État fédéral des États-Unis. Alors, évidemment, c'était aussi la figure de proue. Moi, j'aime dire que finalement, les présidents sont les représentants de commerce, ce sont les porte-paroles de la puissance des États-Unis, qui est en réalité, bien sûr, le complexe militaro-industriel et de plus en plus financier au cours de ces 30 dernières années, et qui représente aussi une idéologie, par exemple, les universitaires, les grands universitaires, les grands chercheurs, les lobbies de toutes sortes ont une influence extrême, mais pas seulement dans leur façon de parler du débat public, mais aussi dans la manière dont, par le contrôle des médias, mais aussi par l'influence dans les couloirs, dans les coulisses, sont capables de dire, écoute, fais pas ci, fais pas ça, si tu fais ci, je te donnerai de l'argent pour ta réélection, si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes, je vais liguer des électeurs contre toi, parce que si tu fais ci, on va perdre des emplois dans tel état, donc c'est très compliqué, et c'est un très grand pays, c'est un pays qui a une vocation impériale aujourd'hui, qui a des bases militaires dans pratiquement, qui a 200 bases militaires dans autant de pays dans le monde, qui a totalement mis une domination quasi totale sur l'Europe et pratiquement tous ces États. Vous l'avez vu en France, comment vous vous êtes fait mettre sous tutelle des États-Unis. Il n'y a plus aucun pouvoir qui n'est pas contrôlé. Et en plus, qui ont un système militaire et de surveillance sur l'ensemble de la planète qui leur permet de savoir tout ce que vous dites, tout ce que l'on fait, presque tout ce que vous pensez, en tout cas tout ce que vous communiquez, de manière à ce que le jour où vous soyez influent ou important, tac, on va aller chercher et dépouiller tout votre passé
et essayer de trouver le squelette dans le placard qui leur permettra de vous faire chanter. Et c'est comme ça qu'ils tiennent tous les politiciens européens, de l'Union européenne aussi bien que des nations dans leur poche, pour avancer des agendas qui sont généralement l'ouverture des frontières, l'ouverture au commerce. Bon, pourquoi pas, ça peut fonctionner dans certains cas de figure, mais aussi des agendas un peu plus sombres, comme ceux de l'alignement militaire pour des opérations offensives. On l'a vu avec l'Irak. La France, qui n'a pas été de mèche, a été punie sévèrement, et aujourd'hui est rentrée dans le rang par le truchement de Sarkozy et puis ensuite Hollande. On a eu également le contrôle et la mise en place de philosophies qui vont dans le sens de ce que veulent cet establishment des États-Unis, et non pas la population américaine. Par exemple, cette ouverture des frontières, le droit des homosexuels, tout ce qu'on veut, des trans. On voit qu'une des réussites d'Obama, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les hommes peuvent aller dans les toilettes des femmes. C'est n'importe quoi. Mais enfin, ça fait partie de la destruction des structures ancestrales des sociétés pour le plus grand bien du commerce. Et commerce qui est beaucoup plus facile lorsque les gens sont homogènes que lorsqu'ils sont hétérogènes. Lorsque vous êtes différent, lorsque vous êtes attaché à des traditions, vous n'allez pas acheter la dernière connerie qu'on essaie de vous fourguer. Vous n'allez pas devenir bêtement un consommateur américain. Vous allez être un consommateur basque. Que sais-je, berbère, je viens de faire un truc sur le Maroc, donc ça me vient. Mais voilà, vous êtes piémontais, ou valaisan, ou breton, ou corse. Si on vous détruit vos racines, vous êtes juste un gros consommateur à la con, et on va vous fourguer du Pizza Hut, du Coca, du McDo, du Viagra, et ce sera partout pareil. Et c'est beaucoup moins cher pour les entreprises qui font du marketing. Je l'ai vécu en ayant travaillé toute ma vie pour des entreprises américaines, où le marketing local a toujours été méprisé. Et moi, je leur disais, vous êtes des idiots, on ne vend pas en Suisse comme on vend en Californie. On ne vend pas en France comme on vend à New York. On ne vend pas au Burundi comme on vend en Angleterre. Et eux, ça les énervait en disant, non, il faut que tout le monde achète de la même manière parce que c'est moins cher. On n'a pas envie de dépenser de l'argent pour s'adapter. Donc, il y a cette volonté de tout rendre égal, de tout rendre interchangeable. Et c'est pour ça que cette idée qui vient pas seulement des États-Unis, mais qui vient aussi d'une façon folle, d'une certaine intelligentsia globaliste et cosmopolite aujourd'hui, enfin qui dure depuis un siècle, hein, au moins, qui essaie de nous dire, mais au fond, on va prendre un Malien, on va l'amener en France, ce sera un Français, puis ce sera un consommateur. Ouais, mais ça reste un Malien. Et ça va foutre le bordel en France. De la même manière qu'on peut imaginer l'inverse. Hein. On peut prendre des réfugiés suédois, on va les mettre chassés de leur pays par le califat islamique suédois, de Suède, encore 5 ans, hein, puis on y est, qui vont se réfugier, je sais pas, en Tunisie. Dans l'esprit américain, ben, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient des consommateurs. Voilà, bon, exemple absurde, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le président aux États-Unis n'est pas si puissant que ça. Et d'habitude, je vous dirais, on n'en a rien à foutre. D'ailleurs, j'en avais rien à foutre avant, lorsqu'il s'agissait de choisir entre Obama et... d'ailleurs, je ne sais même plus qui était Romney, je crois. Là, il y a 4 ans, on n'avait rien à foutre. Et la fois d'avant, Obama ou McCain, ou je ne sais plus qui était le candidat pour les républicains. Je m'en fous. La fois d'avant, c'était Bush... contre Kerry, on n'en a rien à foutre. C'est pas eux qui commandent, c'est pas eux qui dirigent. Avec Trump, c'est différent. Alors je sais que beaucoup de gens me disent non, c'est pareil, de toute façon, tous corrompus, etc. Non. Trump, c'est un Berlusconi américain. Alors je dis ça en connaissance de cause. Berlusconi, je l'ai connu. Je l'ai connu il y a très très longtemps dans des circonstances qu'un jour je vous raconterai dans un film ou dans un livre ou dans une vidéo qui sera truculente. Mais je l'ai connu pendant que je faisais mes études, donc j'étais très jeune. Et lui était pas encore en politique, mais je l'ai vu aller en politique. J'ai suivi sa carrière, sa fuite en avant vers la politique, si on veut. Mais enfin, c'est quelqu'un. Lorsque vous avez quelqu'un comme Trump, comme Berlusconi en Italie, qui a beaucoup d'argent. Alors Berlusconi avait des casseroles judiciaires au cul, donc il voulait aller en politique pour devenir aussi, pour avoir une immunité parlementaire et tant qu'on est un Premier ministre en Italie, enfin on appelle ça président du Conseil en Italie, c'est pas tout à fait un Premier ministre, mais enfin lorsqu'on est aux affaires, dans la politique, on ne peut pas être poursuivi par la justice.
Et donc ça l'arrangeait parce qu'il avait quand même 2-3 casseroles assez gigantesques. Il s'en est bien sorti. Mais enfin, Trump, c'est pas le cas. Trump n'a pas de casserole judiciaire. Et je pense qu'il a sincèrement envie de redresser son pays, pour les raisons que je vous expliquerai dans 5 minutes. Et c'est quelqu'un qui a fait fortune, essentiellement dans l'immobilier. Lorsqu'on fait fortune dans l'immobilier aux États-Unis, c'est qu'on est malin. Parce que l'immobilier, c'est rempli de mafia. Donc c'est pas des gens qu'on peut entourlouper. Donc c'est quelqu'un qui doit savoir s'y faire, il doit négocier, il doit savoir. C'est quelqu'un de très intelligent et de très malin. Ne vous fiez pas à ce que vous racontent les médias qui sont tous contre Trump, et ça c'est très intéressant. Je vous parlais d'Hillary aussi tout à l'heure, ne vous en faites pas. Mais Trump, c'est quelqu'un qui vient pour faire un... Je pense il veut vraiment changer la nation américaine. Alors il faut toujours se méfier des gens qui veulent changer une nation, parce que l'ambition peut vous amener à des bombardements, etc. L'Allemagne, ils ont voulu changer, ils s'en sont pris plein la gueule. Mais je pense que Trump a compris, et je sais par des sources qu'il sait que nous sommes face à un effondrement, et il le dit d'ailleurs, il dit « nous allons beaucoup souffrir ». Pour une fois, un politicien qui dit « nous allons souffrir », il dit « je veux rendre l'Amérique, he wants to make America great again, let's make America great again », c'est-à-dire faisons de l'Amérique quelque chose de grand à nouveau. Rien que dans ce slogan, il est clair qu'il pense que l'Amérique n'est pas great, n'est pas bien aujourd'hui, va mal, c'est une évidence. Et il sait que ça peut aller encore pire. Et il le dit, voilà, c'est pas parce que vous m'élisez que ça va aller bien. On va avoir des crises, on va avoir des crashs, ça va être très dur. Mais moi, je peux remettre la barre pour faire que l'Amérique reste l'Amérique. Et je pense qu'il est sincère, je pense que je le crois là-dedans. Je pense qu'il n'est pas du tout sous l'emprise de la finance. Il a financé sa campagne tout seul. Il n'a pas du tout les sponsors habituels que sont les grandes multinationales, la grande finance, et donc il n'a pas une partie des médias avec lui. Il a tous les médias officiels, tous sans exception, contre lui. Et comme il est très malin, et qu'il a su travailler avec les médias depuis, il a eu aussi un rôle assez public dans la télé-réalité ces dernières années, assez rigolo. Il a su jouer de son image. C'est un grand marketeur. Moi, j'ai beaucoup d'estime au niveau professionnel pour ce monsieur. Eh bien, il a su manipuler les médias en sachant très bien que quand tout le monde vous agresse, vous ne répondez pas, vous les méprisez. Et vous travaillez avec d'autres slogans. Et que chaque fois qu'on vous attaque, chaque fois qu'il fait une annonce un peu non politiquement correcte, tout le monde hurle, ça lui fait de la pub. Et en fait, en ayant un discours qui était cohérent, une manière de s'exprimer qui travaillait, c'est pas en privé, je pense qu'il s'exprime très différemment que ce qu'il fait en public. En public, vous remarquez, il s'exprime en répétant les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Il répète, il a un discours très simple qu'il répète souvent. Il n'a pas une politique, disons, son programme n'est pas du tout simpliste. Il est tout à fait cohérent et intéressant. On peut être d'accord ou pas, mais il n'est pas du tout, c'est pas du tout un abruti, pas du tout, du tout, du tout. Je pense que ceux qui disent que Trump est un idiot, vous confondez Bush, oui, Obama, non. Obama, en plus, il avait ce côté très, il savait bien s'exprimer. Ensuite, c'était une marionnette, ok, mais c'était pas une marionnette imbécile comme Bush n'était pas très malin, par exemple. En plus, c'est horrible ce que les États-Unis ont fait sous la présidence Bush, c'est juste horrible. Bon, sous Clinton avant aussi. Mais Trump sait ce qu'il fait. Il manipule les médias qui sont contre lui. Il est très très fort pour ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Trump sait, et la plupart des gens qui vont voter pour lui le savent, c'est que, vous savez, les États-Unis, en 20 ans, ont rajouté 100 millions d'habitants à leur population. Ils sont passés de 230 à 330 millions d'habitants. Et l'essentiel de ces nouveaux habitants ne sont pas des Européens, ne sont pas d'origine européenne, ne sont pas des Blancs. Ce sont en grande partie, bon, on va me dire, les Latino-Américains, en fait, ils sont blancs aussi. C'est vrai. Mais c'est aussi beaucoup d'immigration d'Asie alors la migration asiatique vote en masse pour Trump parce que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens plus intelligents en moyenne que la plupart des autres peuples. Ce sont des gens très travailleurs, ils savent très bien leur avantage à surtout pas voter chez des gens qui vont les taxer, donc surtout pas les démocrates. Rappelons qu'en 1950, les Afro-Américains aux États-Unis avaient moins de divorces que les Blancs et avaient moins d'enfants hors mariage que les Blancs. Ils étaient totalement structurés et ils regardaient vers les Blancs, en fait, en général, comme une émulation, et ça fonctionnait. La croissance, la richesse,
l'enrichissement des Afro-Américains était fulgurant dans les années 50, enfin, en tout cas jusque dans les années 60. Et là, il y a eu une volonté de la CIA, hein, c'est, comment il s'appelle, Hoover, qui a voulu un livre excellent sur le sujet, pris par le côté de la musique, du rap notamment, de Mathias Carvey, qui s'appelle L'effroyable imposture du rap, excellent sur ce domaine. Il touche plutôt le côté français, mais il va chercher les racines aux États-Unis. Explique très bien comment la CIA et plutôt le FBI, pardon, ont mis en place des programmes pour utiliser la culture, utiliser politiquement les couches les plus défavorisées et les détruire structurellement pour leur dessein et pour leur volonté, et surtout pour qu'il n'ait pas de velléité politique importante. Alors, oui, on a eu un président métis, enfin noir, Obama, pendant 8 ans. Oui, on a des élites, hein, on a des Afro-Américains très intelligents, hein. On a des physiciens, on a qui sont mis en avant, hein, et des juges et des hommes d'affaires, etc., qui réussissent vraiment très bien, mais qui sont le cache-sec, si on veut, qui sont l'arbre qui cache la forêt de la destruction totale de la communauté noire américaine. Et c'est vraiment dommage, hein, et je le dis sincèrement, c'est des gens qui auraient pu contribuer aux États-Unis. Or, aujourd'hui, ils sont genre uniquement des criminels, des drogués, ils sont en prison. Enfin, vous me comprenez, je schématise. Mais en fait, ils ne contribuent plus à cette société, la couche basse. Au contraire, ils sont en total délitement. Et vous le voyez dans les statistiques de la criminalité, un Afro-Américain aura tendance à commettre 9 ou 10 fois plus, ou 50 fois plus, dans le cas des meurtres, de plus de crimes que les Blancs, par exemple. Et donc, c'est une catastrophe. Donc, les gens s'en rendent compte. Mais les Blancs deviennent justement une partie plus petite de la population aux États-Unis. Et une grande partie d'entre eux, entre le féminisme qui fait chier les hommes, entre les lois complètement folles où maintenant on a des transsexuels dans l'armée, on envoie les femmes dans les troupes de combat parce que c'est leur droit, etc., alors qu'elles n'ont pas la capacité, que c'est un bordel. Ça aussi, ça mérite une autre vidéo pour expliquer pourquoi les femmes ne devraient jamais aller au combat. En tout cas, pas volontairement et pas dans des unités de combattantes qui sont expressément des unités de combat. Je veux dire, les femmes doivent savoir combattre, mais pas dans des unités de combat. Et c'est deux choses très différentes. Alors, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un de ces jours. Mais la réalité, c'est que vous avez une société qui devient un peu folle, qui ne marche pas, avec une économie qui s'effondre, et dans 4 ans, donc aux prochaines élections, les Blancs sont minoritaires. Les Blancs ne sont plus que 50%. Aujourd'hui, ils doivent être à 55% de la population. Dans 4 ans, ils seront 49%. Et vous le savez, si vous avez si vous voyagez, les non-blancs dans le monde votent de manière ethnique et non pas pour des idées. Ils votent de manière ethnique, religieuse, ils votent par communauté et non pas pour des idées. Donc il ne s'agira plus de voter pour je suis libéral ou je veux une économie florissante ou non, je veux être une société avec de la redistribution, je suis un socialiste. Ça marche jamais, mais bon, on peut imaginer qu'on... Ça, c'est un truc d'Européen où depuis un certain nombre d'années, on s'est dit, voilà, on va voter sur des idées, on va être marxiste, ou on va être nationaliste, ou on va être de gauche, ou on va être de droite. C'est en train d'être flou tout ça, mais c'est encore ce qui fait débat chez les Blancs, chez les Européens, et donc chez les Américains, qui sont en majorité d'origine européenne. Mais dans le reste du pays, regardez en Côte d'Ivoire, regardez, c'est dans quel pays où récemment il y avait... Oui, c'est en Côte d'Ivoire où il y avait... Ou dans tous les autres pays. C'est voter pour moi parce que je suis tel clan. Et tous les gens de ce clan votent pour moi. Donc ce qui compte, c'est d'être le plus nombreux ou le plus fort pour fracasser la tête à ceux qui votent pas correctement. De plus en plus, on le voit en Europe. On le voit en Angleterre où on voit le vote communautaire. On voit par exemple à Londres, le vote des musulmans plus des gauchistes a fait qu'on a il y a un maire musulman et que Londres n'est plus majoritairement blanche. C'est comme ça. Après, moi, si j'étais londonien d'origine anglaise, ça me ferait super chier, ça me ferait mal au cul parce que putain, c'est mon pays et je vois que c'est des autres gens qui sont venus et ils prennent le pouvoir. D'ailleurs, bon, je suis pas anglais, mais chez les travaillistes britanniques, dans le Royaume-Uni, le parti travailliste, qui est le parti traditionnellement socialiste, avec des racines ouvrières, etc., c'est un parti qui est en train de se désintégrer
parce que tous les blancs le quittent. Parce que quand vous rejoignez un parti et que vous avez une ambition de devenir cadre et éventuellement élu dans des circonscriptions ou dans des responsabilités locales, etc., eh bien, vous comptez sur le fait que le parti va vous appuyer. Aujourd'hui, dans ce parti, il y a de plus en plus de représentants de minorités ethniques qui sont bien en train de devenir des majorités ethniques, pakistanaises, indiennes, musulmanes, peu importe, et qui, elles, disent, bon, le maire de telle ville, on veut bien voter en bloc, et on va rameuter tous les musulmans pour voter pour ce mec, mais on veut pas que ce soit un blanc, on veut que ce soit un musulman. Et donc on va prendre un anglais pakistanais, en fait, et ce sera lui le maire. Et donc les blancs qui sont travaillistes, ils sont niqués. Et plus personne ne fera quoi que ce soit pour cette minorité-là, pour les ouvriers blancs anglais. Dorénavant, ce sera des allocations, ce sera la charia, la police islamique, la police communautaire, et les foulards, et tatati. Et petit à petit, on va transformer Birmingham d'abord, Coventry ensuite, Londres, dans des enclaves ethniques. Voilà, bah c'est comme ça, c'est parce qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Bref, c'est ce qui va arriver aux États-Unis. Et Trump le sait. Et les gens qui votent pour Trump le savent aussi. Donc ils savent que c'est un peu la dernière chance. D'ailleurs, le message de Trump n'est pas de dire je veux plus de libéralisme, plus de ci, plus de ça. Il a un message extrêmement clair de fermeture des frontières, de réduction de l'immigration, de remigration des millions et des millions. Il y a plus de 20, 25 millions d'illégaux aux États-Unis qui vont essayer de renvoyer chez eux. Et en plus, effectivement, par rapport à l'islam, de dire nous ne voulons plus, nous allons être extrêmement sévères par rapport à qui va venir de pays qui sont en majorité musulmans, donc la France, etc. bientôt. Voilà. Et donc, et c'est son droit. Et il a envie de dire, ben voilà, j'ai pas envie de faire venir des musulmans. Dans n'importe quel pays où des musulmans arrivent, arriver à une certaine proportion de la population, aujourd'hui ils sont 2% aux États-Unis, lorsqu'on arrive à 5 et 6, etc., on commence à avoir des... et c'est une erreur de la part des musulmans de faire ça. Mais c'est comme ça. Ils veulent avoir des représentations, ils veulent avoir de la bouffe halal, par exemple, ils veulent avoir des mosquées payées par le gouvernement, etc. Alors qu'en réalité, ils devraient juste... Mais c'est... Voilà. C'est comme ça. Et ce faisant, ça amène des situations de guerre civile inévitables. Et parfois, ils les gagnent. Ça a été le cas lorsqu'ils ont conquis, par exemple, certains pays au Moyen-Orient lors de la grande conquête islamique au 7e siècle, au 8e siècle, mais aussi, parfois, ça ne marche pas. Et il a fallu 700 ans de guerre en Espagne, mais finalement, ils ont été jetés. Et dans les Balkans, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été jetés, à part l'Albanie et un petit peu la Bosnie. Pour l'instant, hein, ça peut aller dans tous les sens encore. Hein, on peut très bien imaginer, moi je suis prêt à parier que dans 10 ans, on a soit une France islamique, soit il n'y a plus aucun musulman en France. Mais ça dépend de certains scénarios. Mais ça va se jouer dans les 10 ans. C'est pas dans 50 ans. Dans 50 ans, c'est sûr que si rien n'arrive, on est tous en Europe, on est tous... moi, ça m'arrange. Hein, moi, la barbe, j'aime bien. Bref, ça va être chaud hein, ces prochaines années.